merci d'être venus aussi nombreux. Donc, merci d'être venus ce soir pour cette conférence sur l'hypnose. Alors pourquoi cette conférence? Tout simplement parce que nous en avions fait une le 15 octobre, dans le cadre de la semaine du rugby à 13. Nous avons été invités par Didier, qui ici présent, merci Didier encore de nous avoir invités. Et c'est vrai que c'est un thème qui avait attiré l'attention, qui avait suscité beaucoup d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en refaire une ici sur Albi. Bon, les conséquences ont fait que, malgré le manque de communication, nous ne sommes pas très nombreux, mais voilà, ça va être très sympa, vraiment en famille, donc c'est super. Bon, je vais vous présenter Olivier Madalarieux, que certains connaissent. Voilà, vous pouvez le voir sur YouTube, et je vais le laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc Olivier Madalarieux, je suis docteur en pharmacie. Je suis de la ville de Bordeaux, je me déplace beaucoup sur Albi. Et je retrouve avec plaisir tous les mois Raphaël, qui a été un super élève, puisque ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Et donc il est maître praticien en hypnose avancée, en hypnose thérapeutique. Et comme vous le savez, non seulement il est coach sportif, mais également donc il finit son BTS de diététique. Donc vous avez un super coach hypnotiseur qui en plus est spécialiste des addictions alimentaires. Voilà, donc moi je suis enseignant international d'hypnose et je suis coach mental auprès de sportifs de haut niveau. Donc vous pouvez voir sur le site www.hypnosport.fr. Je coach des champions de France, des champions d'Europe et des champions du monde. Donc aussi bien dans la boxe taille, dans le football, des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, donc des joueurs également de rugby, de basket et tout prochainement donc des joueurs de handball. Voilà, donc je vais laisser la parole à Raphaël et n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez durant le diaporama en savoir un petit peu plus. À toi Raphaël. Alors justement un petit peu d'histoire. L'hypnose, c'est un nom un petit peu curieux, qui fait des fois un peu mystérieux, qui fait un petit peu peur avec les émissions qu'on voit à la télé animées par Mesmer, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire de soi ce que l'on veut. Pas du tout. On ne peut pas faire et contraindre les gens à faire des choses ou à exécuter s'ils ne l'ont pas souhaité. Simplement, les participants aux émissions ont accepté de se prêter au jeu. Alors, l'hypnose a été inventée, ou plus ou moins découverte, il y a quelques milliers d'années, d'abord en Égypte, et c'est au niveau européen, au XVIIIe siècle, que Anton Mesmer, d'où le nom du fascinateur Mesmer, qui est en référence à Anton Mesmer, a découvert donc le magnétisme animal. Anton Mesmer était autrichien, et il a eu des succès absolument extraordinaires avec ces techniques. La plus importante anecdote, c'est celle de Mademoiselle Paradis, qui était une élève de Mozart et qui était aveugle. Et grâce au magnétisme animal, eh ben, elle a retrouvé sa vue. Le seul problème, ça faisait donc que depuis l'âge de 3 ans qu'elle était aveugle, c'est qu'elle a attaqué, parce qu'elle était marquise, et qu'en retrouvant la vue, elle a perdu totalement les rentes qu'elle avait tous les mois à cause de sa maladie. Et donc il est venu se réfugier en France pour échapper à la justice, puisqu'elle lui avait demandé une fortune, du coup n'ayant plus de rente. Et il est venu donc officier en France, et c'est là que l'hypnose a pris son essor. À l'époque, ça se pratiquait dans un baquet rempli d'eau avec de l'aluminium de fer, et les participants tenaient une chaîne, et par magnétisme de l'eau avec l'aluminium de fer, les gens rentraient dans une catalepsie somnambulique. Et les niveaux de transe permettaient totalement de pouvoir guérir les plus grosses maladies de l'époque. Alors ensuite, est arrivé, il n'est pas entre les deux, mais on va en parler, donc James Braid, un chirurgien anglais, qui va donner le nom d'hypnose, en référence au dieu grec du sommeil, Hypnos. Et ça a été un mauvais nom, parce que souvent on croit qu'on dort en hypnose, puisque c'est le dieu du sommeil. On ne dort pas en hypnose. Votre mental est endormi, mais vous êtes conscient de tout ce qui est dit. Donc ça, c'est très important pour rassurer les gens, pour se
l'hypnose, de savoir que la conscience est toujours présente et vous entendez exactement tout ce qui est dit, mais c'est le mental qui n'est plus là. Ça s'enregistre au niveau du subconscient. Et donc la forme la plus moderne d'hypnose dont on a parlé ces derniers temps, surtout dans la presse parlant donc des opérations faites en hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne que l'on doit donc à Milton Erickson, qui a fait donc de l'hypnose directe avant d'apporter une forme plus conversationnelle dans lesquelles les patients ont les yeux ouverts ou fermés, mais c'est une conversation avec des niveaux, on va dire, très légers. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils dorment, ils ont même l'impression d'être une fois totalement réveillés. Mais c'est lui qui a permis d'apporter ces lettres de noblesse à l'hypnose et de la démocratiser. Voilà, donc l'hypnose qu'on pratique avec Raphaël, non seulement il y a l'hypnose ericksonienne, mais il y a tout un tas d'hypnoses beaucoup plus complexes qui permettent d'aller dans des niveaux beaucoup plus profonds. Donc de l'hypnose, ce qu'on appelle en onde alpha, le sommeil léger. Ensuite, les ondes θ, les ondes delta, l'hypnose anesthésique, l'hypnose profonde ou ultra profonde. Et si vous avez des questions tout à l'heure à ce sujet, n'hésitez pas. Donc Raphaël, c'est à toi de prendre la suite. Alors je vais vous parler maintenant du fonctionnement de l'hypnose. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est un état que nous expérimentons tous plusieurs fois par jour. Par exemple, quand on est au volant, des fois on effectue un certain nombre de kilomètres et on se dit comment je suis arrivé là, ou c'est passé vite. Mais là, vous étiez dans un état d'hypnose, tout simplement. Bon. D'autres fois, on dit je suis ailleurs. On a les yeux rivés sur un objet, et puis les pensées s'attachent et se détachent, s'accrochent et se décrochent. Et là, c'est pareil, on est dans un état hypnoïde, on est dans un état d'hypnose. Alors, l'hypnose, en quoi ça consiste? Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du cerveau. Alors, on peut séparer le cerveau en deux parties. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je parlerai du cerveau gauche et du cerveau droit. L'hémisphère gauche, c'est le mental. C'est lui qui nous permet de raisonner. C'est environ 60 000 pensées par jour, soit 4 000 pensées par heure, 1 pensée par seconde. Le mental est logique et analytique. C'est lui qui nous permet de raisonner, comme je viens de le dire. Et il essaie de trouver une explication, une réponse à toutes les questions et à tous les problèmes que l'on se pose. Par exemple, j'ai grossi parce que je viens de perdre mon emploi. Je me suis blessé parce qu'on essaye toujours d'expliquer, de trouver une explication rationnelle. Or, la réponse, il faut aller la chercher ailleurs. En effet, il faut aller la chercher dans le cerveau droit, dans l'hémisphère droit, qui correspond au subconscient et à l'inconscient. Alors, le subconscient, qu'est-ce que c'est? Le subconscient, c'est comme une boîte noire qui a tout enregistré, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Même de 0 à 7 ans, on a de vagues souvenirs. Tout est enregistré très précisément. Et on y retrouve dans le subconscient les schémas mentaux, les schémas d'apprentissage et les mécanismes physiologiques du corps. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de travailler notamment l'amincissement, puisqu'on y retrouve les mécanismes physiologiques du corps. Et ensuite, dans l'inconscient, qui se situe dans l'hypothalamus, dans l'inconscient, on retrouve les mémoires, les souvenirs, les croyances et les traumatismes. Ils se situent dans le thalamus. Il faut savoir que le mental, l'hémisphère gauche, fonctionne avec des mots. Quand on parle, on est cerveau gauche. Quand on visualise, quand on imagine, on est dans le subconscient, cerveau droit. Et quand on rajoute en plus de ça des émotions, on passe dans l'inconscient. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est concrètement? Je ne vous ai pas parlé du cerveau pour rien. C'est lorsque le cerveau gauche se déconnecte, le mental se déconnecte, pour laisser libre cours à l'imagination et au cerveau droit, tout simplement. Et c'est un état qui est tout à fait naturel et indispensable. C'est en effet pour éviter les surchauffes du cerveau. Alors il est indispensable de savoir que les résultats dépendent des émotions, qui dépendent des pensées, qui dépendent des comportements qui sont tous les quatre liés. Par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on peut faire un lien. En effet, les émotions correspondent à l'inconscient. Les pensées, par des mots, donc c'est le mental, et les comportements, les mécaniques physiologiques du corps, c'est le subconscient. Donc les trois sont liés et vont permettre d'arriver au résultat. Donc il faut travailler sur tous les plans pour modifier un résultat. Alors il y a plusieurs états d'hypnose, plusieurs niveaux de profondeur. Et l'état d'hypnose, on rentre en hypnose, enfin quand on rentre en hypnose, pardon, on a la fréquence des ondes cérébrales qui diminue. En effet, on peut trouver 4 niveaux. Il y a l'état bêta qui est l'état de veille, l'état dans lequel nous sommes actuellement.
Et notre cerveau fonctionne à une fréquence qui oscille entre 14 et 25 Hz. Donc là, on est en état de veille et on est cerveau gauche. Ensuite, il y a l'état alpha, qui est l'état d'endormissement léger. C'est l'état dans lequel vous êtes, par exemple, quand vous rentrez le soir, vous vous couchez dans votre lit et que vous fermez les yeux. Instantanément, votre cerveau passe en onde alpha. Et là, votre cerveau fonctionne à une fréquence qui oscille entre 7 et 13 Hz. C'est dans cet état, dans ce niveau de profondeur qu'on travaille, 70% des cas en général. Ensuite, il y a l'état θ, qui est l'état de sommeil, lorsque vous dormez la nuit, lorsque vous rêvez, qui est un état de sommeil plus profond, où notre cerveau fonctionne à une fréquence qui oscille entre 4 et 7 Hz. Et ensuite, il y a l'état chromatique, anesthésique, qui correspond au sommeil profond. Voilà. Notre cerveau fonctionne à une fréquence qui oscille entre 1 et 4 Hz. On est dans un état d'hypnose à partir du niveau alpha, alpha, θ, delta. On est dans un état d'hypnose. Lorsqu'on se situe entre le niveau bêta et le niveau alpha, on parle d'état hypnoïde, comme lorsque vous êtes en voiture par exemple, ou lorsque vous avez les yeux fixés sur un point. Voilà, alors l'hypnose pour qui, pourquoi? L'hypnose, il faut savoir que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut avoir recours à l'hypnose. Alors pourquoi? Pour le stress, par exemple, les angoisses, l'amincissement, les insomnies, le tabac, les maladies de peau, psoriasis, eczéma, l'acné, les phobies, les acouphènes. Je finis trop petit peu parce que l'étendue de cette science de l'hypnose est pour moi infinie. Olivier vous en parlera tout à l'heure, il n'en parlera peut-être pas, vous pouvez lui poser la question, il travaille par exemple sur la maladie de Charcot, qui est quand même une maladie assez sérieuse, et sur lesquelles il y a des résultats impressionnants. Alors, vous allez vous poser peut-être la question, est-ce que je suis réceptif? Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il faut savoir qu'il y a 6 types de réceptibilité, ça va du type 1 au type 6, le type 1 étant moins réceptif et le type 6 étant beaucoup plus réceptif. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réceptibilité, elle évolue tout le temps. Donc, on va faire peut-être 1 ou 2 séances, on va être au type 1, et on va passer au bout de 2-3 séances, type 2, type 3, type 4. Alors, l'hypnose spectacle, il dit souvent tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Oui, tout le monde n'est pas réceptif à leur hypnose. Tout simplement parce qu'il faut rentrer dans une hypnose très profonde, et ils ont besoin de gens qui sont hautement réceptifs au moment où ils pratiquent cette hypnose. Voilà. C'est pour ça qu'ils font des tests justement avant de commencer. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Olivier. Voilà, donc merci Raphaël déjà pour cette première présentation qui est très schématique et éclairante. Donc si vous avez des questions à poser après, n'hésitez pas. Je pense que tu as déjà bien répondu à l'attente des personnes présentes aujourd'hui. Tu peux passer. Voilà, alors ce qui va peut-être vous surprendre, que la plupart des gens ignorent, c'est que lorsque vous vivez des choses, lorsque vous êtes présent ici dans cette salle, et tout au long de la journée, ce n'est pas votre cerveau qui enregistre l'information, enfin je veux dire, ce n'est pas votre mental qui enregistre l'information, c'est votre inconscient. Et ça se passe, puisque l'inconscient est situé dans le thalamus, au niveau du cortex, du thalamus sensoriel, qui va enregistrer l'émotion que vous avez tout au long de la journée. Si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en insécurité, si vous avez peur, si vous êtes en joie. Toutes les sensations, émotions liées à tout ce que vous vivez dans la journée s'enregistrent donc dans les amygdales et ensuite, entre 5 et 10 secondes après, s'enregistrent au niveau du mental, c'est-à-dire dans le cortex, et vont se loger dans ce qu'on appelle l'hippocampe ou la mémoire déclarative. Autrement dit, si vous ne vous rappelez pas d'un événement, il est malgré tout enregistré, puisque 97% des connexions de votre cerveau sont inconscientes. Vous avez enregistré depuis votre naissance tous les événements. Malheureusement, les gens croient qu'ils ont oublié. Simplement, c'est qu'elles sont inconscientes. Et on va pouvoir retrouver toutes les traces de scènes, des fois de traumatisme ou de croyances que vous êtes bâties lorsque vous étiez jeune, mais dont vous n'avez pas conscience et qui en fait influent sur votre vie de manière, on va dire, un petit peu invisible, parce que vous êtes manipulé tout au long de votre vie
par cette boîte noire, par l'inconscient. Voilà, alors au niveau hormonal, on a souhaité aller un petit peu plus loin que lors de la dernière conférence pour pouvoir expliquer à la fois ce qui se passe au niveau des gens en général, et vous verrez le lien donc avec les addictions alimentaires et tout ce que Raphaël peut vous apporter pour les gens intéressés de faire l'hypnose avec lui, mais également au niveau des sportifs. Alors, au niveau hormonal, on a vu tout à l'heure que les émotions, les pensées, les comportements sont liés et que tout résultat que vous avez dans la vie, dans n'importe quel domaine, en fait, dépend de cet alignement ou non de votre mental avec votre inconscient et avec votre subconscient. Alors, quelque chose qui est très important, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et j'insiste vraiment sur le fait que par rapport à, je dirais, ce que Raphaël peut vous apporter, c'est en plus le fait qu'il soit diététicien. Parce que cette connaissance va apporter un plus énorme, à la fois au niveau du fonctionnement inconscient, mais au niveau de ce que vous allez vivre à cause de ça. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que tout le monde parle aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, de l'épigénétique. C'est-à-dire que notre ADN peut être modifié. L'épigénétique, c'est l'environnement qui modifie notre ADN, donc nos cellules, donc sur des maladies, mais également sur des comportements. Et le premier pilier de l'épigénétique, c'est l'alimentation. Donc je peux vous assurer que si vous changez d'alimentation, vous allez changer beaucoup de choses dans votre corps, à la fois au niveau de certaines pathologies, mais surtout au niveau de vos émotions. Parce que les émotions que nous avons sont engendrées en fait par les hormones et les neurotransmetteurs et ne viennent en fait que de ce que nous mangeons. Donc les gens qui croient pouvoir maîtriser leur vie, eh bien, en fait, on est sous influence depuis notre naissance, sous la dépendance des neurotransmetteurs et des hormones qui nous composent. Alors, ça fait peur quand on entend ça, parce que vous pouvez avoir la volonté de vouloir faire des choses, de vouloir lancer un projet, et vous procrastinez. Il y a beaucoup de procrastination aujourd'hui dans la population française, 20 à 25% des gens procrastinent, et on s'aperçoit qu'en fait, ça vient non pas de leur manque de volonté, mais de leur composition hormonale. Autrement dit, vous ne procrastinez pas, si c'est votre cas, c'est votre cerveau qui procrastine parce qu'il n'a pas l'alimentation, on va dire en nutriments, en coenzymes, en facteurs, pour pouvoir exercer ce que vous souhaitez. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est pour lancer le débat, 2 types de neurotransmetteurs. Donc la première catégorie qu'on appelle les catécholamines sont des neurotransmetteurs excitateurs et donc vont fonctionner à la fois avec un composé, la phénylalanine, que vous retrouvez par exemple dans le chocolat, qui va se transformer en tyrosine par hydroxylation, puis ensuite en dopa, puis par une décarboxylation en dopamine, et ensuite donner la noradrénaline, qui, lorsqu'elle va être méthylée, va donner l'adrénaline. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas ce composé essentiel, au départ la phénylalanine, qui est précurseur, ou si vous manquez de ce qui est en jaune à droite, de vitamine B2, B3, B9, B12 ou de fer, vous ne pourrez pas avoir de dopamine dès le matin, ni de noradrénaline. Autrement dit, vous ne serez pas motivé. Et tous les gens qui se lèvent le matin, fatigués mentalement, qui n'arrivent pas à démarrer leur journée, qui ont besoin de 3, 4, 5 cafés pour justement stimuler leur cerveau, c'est parce qu'il y a une déplétion soit en phénylalanine, soit en vitamine B2, B3, B9, B12 ou de fer. Voilà, alors la dopamine, c'est ce qui va nous servir le matin pour lancer la machine. Donc dopamine, le mot dopé, donc c'est bien nommé. Et la noradrénaline, c'est ce qui va permettre la vascularisation, de vous apporter l'énergie pour agir. Donc vous pouvez être motivé par plein de projets. Si vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous passez des heures et des heures repoussées
au lendemain à procrastiner, c'est que vous n'avez pas de noradrénaline. Et si justement vous n'arrivez pas à la maintenir, elle se transforme en adrénaline, puisque c'est son précurseur, et ça crée du stress. Donc Raphaël pourra vous expliquer lors de consultation donc, le mécanisme et ce qu'il faut changer dans l'alimentation pour retrouver, on va dire, le circuit de pouvoir agir tel que vous le souhaitez sans être sous la dépendance de stress ou de manque de motivation. Alors, à côté des catécholamines, les indolamines, qui sont des inhibiteurs, et la source de création des indolamines, c'est le tryptophane, qu'on retrouve aussi dans le chocolat. Autrement dit, le chocolat est très important, sauf si vous en mangez une tablette. On n'a pas les mêmes effets, mais on peut expliquer pourquoi les gens, des fois, dévorent des tablettes. Pourquoi il y a cette, on va dire, ce grignotage intempestif boulimique. Alors le tryptophane va se transformer en sérotonine. La sérotonine est très connue maintenant, on parle beaucoup d'articles journaux. C'est donc le neurotransmetteur à l'origine du bien-être. Et si vous manquez de sérotonine, ben vous avez des dépressions, des déprimes, on va dire, passagères. Et si la déplétion de sérotonine est importante, vous êtes en dépression. Voilà. Et la sérotonine, c'est aussi le précurseur de la mélatonine. Autrement dit, si vous n'avez pas assez de sérotonine, non seulement vous serez dans un mal-être permanent, mais en même temps, vous aurez du mal à dormir, vous aurez des nuits agitées, vous aurez du mal à trouver le sommeil. Et tout ça va dépendre en fait du tryptophane. Parce que si vous n'avez pas de tryptophane, vous n'aurez ni sérotonine pour le bien-être, ni mélatonine pour le sommeil. Alors j'insiste sur un paramètre important, la vitamine B3, qui ne se transforme et se crée dans le corps humain qu'à travers le tryptophane. Autrement dit, si vous avez un manque de tryptophane, vous n'avez pas de vitamine B3, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la vitamine B3 fait partie des vitamines nécessaires pour transformer la phénylalanine en dopamine, motivation, et en noradrénaline, action. Mais si vous n'avez pas de tryptophane, vous ne pourrez pas transformer en vitamine B3, donc vous serez épuisé, fatigué, démotivé et en plus déprimé, puisque le tryptophane ne permettra pas ni la B3 ni la sérotonine. Et si vous n'avez pas assez de tryptophane, comme la vitamine B3 est indispensable, vous aurez tout le tryptophane qui partira pour la transformation de la vitamine B3, puisqu'il faut 60 mg de tryptophane pour 1 mg de vitamine B3. Autrement dit, et ça c'est pour déculpabiliser les gens, des fois on ne peut pas avoir des pensées positives, non pas parce que la méthode Coué ne marche pas, c'est tout simplement parce qu'il vous manque les nutriments et neurotransmetteurs essentiels dans le cerveau pour être dans le bien-être. Et ça commence vraiment par l'alimentation. Et donc ça, on va pouvoir agir aussi en hypnose par rapport à ça. Ça, c'est un autre sujet encore. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Eh bien, le matin, vous devriez avoir de la dopamine pour envisager la journée dans la bonne humeur avec une super motivation. Et puis en fin de matinée, la noradrénaline va vous donner l'action nécessaire pour toute la journée. En fin d'après-midi, eh bien, on commence à rentrer dans le cycle de la sérotonine pour baisser, on va dire, un petit peu la vapeur que provoquait la noradrénaline, pour baisser, on va dire, l'accélérateur. Les catécholamines sont des accélérateurs et le frein, c'est effectivement les indolamines, c'est-à-dire sérotonine, et qui va induire la mélatonine pour s'endormir. Et tout au long de la journée, il faut avoir du GABA, l'acide gamino-butyrique, qui en fait va vous permettre d'avoir une stabilité, de ne pas être dans l'anxiété et d'être totalement stable tout au long de la journée. Voilà, les 5 neurotransmetteurs principaux, on pourra en rajouter 3 autres, avec par exemple l'aspartate ou autres qui sont des excitants. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra répondre tout à l'heure aux questions sur l'alimentation, qu'on retrouve à la fois chez le sportif et dans la vie de tous les jours. Alors, les bénéfices de l'hypnose dans le sport. Comme vous avez vu tout à l'heure, l'hypnose agit au niveau du subconscient, c'est-à-dire la partie du cerveau qui gère les automatismes et les mécanismes physiologiques du corps. Autrement dit, la respiration plus rapide ou
plus ample, le fait d'avoir la douleur pas devant donc, une compétition ou un match, et puis des gestes d'extension, de frapper dans un ballon. Et donc tout se passe au niveau du subconscient. Et la différence du sportif avec nous, par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est que lorsqu'il est dans son match, dans sa compétition, le sportif ne réfléchit plus. Tout doit se faire sur des actes réflexes. Voilà, donc il faut avoir créé une routine, un geste, une technique qui soit fluide, et on va pouvoir, grâce à l'hypnose, l'optimiser. Je peux vous assurer qu'on a des résultats exceptionnels, et Raphaël pourra vous en parler puisque nous l'avons fait ensemble, où il a gagné entre 2 séances de musculation une traction de 20 kg supplémentaires uniquement par la visualisation, car on libère au niveau neuronal l'énergie nécessaire. Il n'a pas pris 20 kg de muscle en plus. Simplement, entre le mardi soir et le jeudi matin, il a pu, donc au niveau de la presse, soulever 20 kg de plus par le phénomène que l'on a créé donc, de visualisation. Et tous les sportifs aujourd'hui de très très haut niveau donc, préparent leur retour à la compétition après des blessures grâce à la visualisation. Car on sait que les muscles, lorsque vous visualisez l'entraînement, la compétition, vous reprenez 60% de musculation lorsque vous êtes blessé. Donc ça va permettre de revenir beaucoup plus rapidement dans la compétition, et même Raphaël pourra vous en parler, puisqu'il a une expérience de ce que nous avons fait ensemble. Et que ce soit des fractures, que ce soit des blessures musculaires, tendineuses, le simple fait de travailler avec régularité la visualisation de la réparation du fait que vous reprenez la compétition va améliorer le retour, la cicatrisation et surtout la rapidité. Pourquoi? Parce que le subconscient ne voit pas la différence entre ce que vous visualisez et ce qui est vécu. Alors ensuite, on va apporter donc la gestion des temps forts et des temps faibles, que ce soit dans des sports comme le football ou le rugby où il y a des temps morts, mais surtout des sports comme le handball, le basket, la boxe, où il n'y a aucun temps mort, il faut aller très très vite. Et donc quand la personne est dominée, il faut qu'elle puisse retrouver, grâce à des ancrages qu'on a fait, donc une nouvelle motivation et une nouvelle énergie. La routine de performance, de manière à ce que l'excellence soit au rendez-vous en permanence, comme si c'était une routine. Mais les états d'énergie maximum, donc aussi bien au niveau de la vitesse, de la puissance, c'est ce qu'on appelle les zones limites. Ensuite, la régulation émotionnelle, ne pas avoir de stress. On a des joueurs de rugby qu'on reçoit avec Raphaël, qui des fois vomissent avant le match, tellement ils sont stressés, et on va pouvoir effectivement réguler ceci. Également des joueurs qui mettent 20 à 25 minutes à rentrer dans le match, ce sont des diesels, et l'hypnose va leur permettre d'être actifs dès la première seconde, au moment du coup de sifflet du match. La concentration dynamique pour être totalement dans l'acte et pouvoir être au maximum de ses capacités. Alors des ancrages qui vont permettre, les ancrages ce sont des gestes, des mots, des sons qui vont vous permettre de faire des réflexes pavloviens, aussi bien dans la performance que dans la gestion émotionnelle. De multiplier la détermination du joueur, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas toujours facile, lorsque vous avez des championnats qui durent 9 ou 10 mois, d'être motivé tous les matins à l'entraînement. Ensuite, de démultiplier la motivation, voilà, qui fait que vous êtes titulaire, vous êtes remplaçant, c'est pas pareil la motivation. Quand vous êtes toujours à être sur la feuille de match comme remplaçant, il faut garder la motivation jusqu'au moment où vous jouerez le match entier. Le peak flow, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est lorsque vous faites un match en étant porté par une force inconnue. Vous avez l'impression que tout vous réussit et vous le voyez sur des rétrospectives, des fois des buts de Messi, de Zidane, de Pelé, de Maradona. Ces buts fantastiques qui n'arrivaient même pas à expliquer. Ils ne savaient pas d'où c'était sorti. Simplement, ils avaient senti le ballon et sans réfléchir, ils avaient fait des choses de manière pratiquement hypnotique et automatique. Donc voilà, le peak flow, l'effet de zone, c'est les deux choses qui vont avec. Et puis gérer les périodes de blessures et de doute. Et Dieu sait qu'une carrière, même les plus grands champions, passent par ces phases-là.
Voilà, et enfin, ce qui est important, c'est la relation homme-trader, homme-tradé.